nouvel instrument pour suivre le traitement de remboursement des crédits de TVA est né. Il s'agit d'un applicatif informatique qui devrait mettre fin à la lenteur du circuit de remboursement. L'outil a été présenté hier au cours d'une cérémonie présidée par le chef du gouvernement. La population en Côte d'Ivoire est estimée à 22 671 331 personnes. Ce chiffre est le résultat du 4e recensement démographique effectué l'année dernière, résultat présenté avant-hier à la presse. La première édition du Salon ivoirien de l'emploi jeune a pris fin hier. Des opportunités d'emploi se sont présentées à des milliers de sans emploi. Le ministère chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi jeune souligne la mobilisation exceptionnelle. Et puis, à l'étranger, au terme de 2 semaines d'intenses tractations entre la ministre et délégation de 195 pays, le président de la COP21, Laurent Fabius, a présenté aujourd'hui même le projet d'accord universel pour lutter contre le dérèglement climatique. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. À suivre également la page culture. Ce soir, un témoignage inédit. Seconde épouse, c'est le titre de l'œuvre écrite par Yasmine Ajami. L'auteur partage son expérience, sa vie, ses épreuves dans un foyer polygame. Toute la substance de cette histoire hors du commun dans la page culture. Ce sera à suivre dans maintenant quelques minutes. L'économie d'abord. Un nouvel instrument pour suivre le traitement de remboursement des crédits de TVA est né. Il s'agit d'un applicatif informatique qui devrait mettre fin à la lenteur du circuit de remboursement. L'outil a été présenté hier au plateau au cours d'une cérémonie présidée par le chef du gouvernement, Lansine Bakayoko, Jean-Jacques Ouaméala. Ce nouveau dispositif informatique de remboursement des crédits de TVA vient améliorer le climat des affaires en évitant notamment les goulots d'étranglement néfastes au développement des entreprises. Notre but, c'est d'introduire de la transparence. Notre but, c'est d'introduire la célérité dans le traitement du dossier. Nous voulons que les dossiers soient payés sur la base du premier arrivé, premier payé. First in, first out. Les entreprises peuvent ainsi suivre l'évolution des dossiers de remboursement en ligne sans avoir besoin de se déplacer. En 11 mois de fonctionnement effectif, les résultats sont encourageants. De janvier à novembre 2015, ce sont 82 milliards de francs CFA qui ont été remboursés contre 57 milliards pour 2014. Devant ces réformes, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan ne cache pas sa satisfaction. La mise en ligne de la version électronique du Code des impôts, la mise en ligne systématique de l'ensemble des textes et actes de gestion prix, l'informatisation du processus de remboursement des crédits TVA, la mise sous format électronique et la transmission automatique des données des attestations d'exportation octroyées par la Direction générale des douanes et immédiatement accessibles à la DGI, la communication électronique des numéros des comptes contribuables créés par la DGI à la DGD. Daniel Kablan-Duncan a également insisté sur la nécessité d'ouvrir d'autres chantiers tout aussi importants pour la Côte d'Ivoire. La création de la conservation centrale du livre foncier électronique, LAF, la mise en œuvre des télédéclarations, le paiement des impôts par virement bancaire, la réforme générale du système informatique de la DGI. La réforme du dispositif de remboursement des crédits de TVA a permis l'apurement de la totalité des arriérés à fin 2014 et le paiement des crédits de TVA validés par le régisseur en moins d'une semaine. La Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM a désormais une nouvelle identité visuelle et une salle de marché moderne. Une salle dotée d'équipements dernier cri, inaugurée par la ministre chargée de l'économie et des finances, Kaba Nialé. Occasion pour la BRVM de dévoiler sa nouvelle identité visuelle, adoptée à l'issue d'un concours dénommé BRVM Logo Challenge. Paul et Franck Quadion. Une nouvelle identité visuelle et une toute nouvelle salle de marché. La Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM franchit un palier dans sa dynamique d'innovation. Nous sommes dans un monde qui a évolué depuis 17 ans, comme vous le savez. Nous sommes au monde du digital, nous sommes aujourd'hui à l'ère évidemment des nouvelles technologies. Il faut que aussi notre identité visuelle soit moderne, stylée. La nouvelle identité visuelle de la Bourse commune aux 8 pays de l'UEMOA est le fruit d'un concours dénommé BRVM Logo Challenge, remporté par Anani Kwaku Olivier de la Côte d'Ivoire. Autre temps fort de la cérémonie, l'inauguration de la salle de marché de la BRVM par la ministre chargée de l'économie et des finances, Kaba Nialé. À la pointe de la technologie, cet espace d'échange dispose d'un système sécurisé d'accès
et d'écrans de suivi en temps réel de la séance de cotation. L'occasion est donnée à la bourse d'inviter les épargnants donc à faire vraiment de la bourse régionale des valeurs mobilières le lieu où ils font fructifier leur épargne. Avec une capitalisation de son marché d'actions se chiffrant à 7 536,81 milliards de francs CFA et celle de son marché obligataire à 1 619,42 milliards de francs CFA au 30 novembre 2015, la BRVM est depuis le 4 décembre dernier la bourse africaine la plus performante avec une progression de 18,8% de son indice composite. Une dynamique que compte poursuivre son équipe dirigeante. Plus de 16 000 jeunes ont pris part au Salon ivoirien de l'emploi jeune, une affluence record saluée par le ministre chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. C'était hier à la clôture de l'événement. Plusieurs opportunités d'emploi ont été offertes à des milliers de jeunes, le témoignage d'Herman Niamien. Paris réussi pour les initiateurs du Salon ivoirien de l'emploi jeune. Pour cette première édition où l'on attendait 10 000 visiteurs, le salon a enregistré en 2 jours plus de 16 800 personnes. Vous êtes l'espoir de la Côte d'Ivoire. Que vous puissiez donc nous dire exactement ce qu'il vous faut pour les années à venir, mais également le ministre Sidi et toute son équipe vous ont proposé justement des choix pour que donc au niveau de l'emploi, on puisse trouver de véritables solutions. J'aimerais vous remercier, chers partenaires, pour vos contributions qui ont permis aux jeunes de bénéficier d'opportunités ou de les mettre en perspective pour les futures occasions. Ce salon se veut un cadre d'échange entre demandeurs d'emploi ou de financement, les grandes écoles et universités, ainsi que les entreprises, afin de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Conscients donc de l'opportunité, les jeunes ont suivi avec beaucoup d'intérêt les 4 ateliers de formation et de coaching, les panels et conférences. Ça va jusqu'à présent, ça va, on a déposé des CV, on a fait assez de connaissances si c'est un produit. La première satisfaction, c'est d'avoir réussi à participer au salon, à déposer mes CV. Donc je serai encore plus satisfait lorsqu'une entreprise m'appellera pour un entretien. Actuellement, je gère une microfinance. Ce n'est pas concrètement ça, on cherche le financement. Donc je suis venue même aussi pour ça. Une des satisfactions des initiateurs du salon est la volonté de la jeunesse pour l'auto-emploi. Nous voyons l'engouement de la part des jeunes Ivoiriens de vouloir être entrepreneurs. C'est une très bonne nouvelle. Selon les résultats des dernières enquêtes, 30,04% des personnes en Côte d'Ivoire sont au chômage ou en situation de sans-emploi et 48,03% des chômeurs le sont depuis plus de 3 ans. D'où l'importance de ce salon qui va se tenir chaque année. Je vous le disais en titre, en Côte d'Ivoire, nous sommes 22 671 331 personnes. Ce chiffre est le résultat du 4e recensement démographique effectué l'année dernière. L'opération s'est faite pour la première fois dans le pays avec les nouvelles technologies de l'information, notamment via des PDA smartphones. Les résultats de ce recensement ont été présentés avant-hier à la presse. Les précisions de Justine Saïdike. 22 671 331 personnes, dont 11 716 826 hommes, 10 954 505 femmes et 5 492 199 non-ivoiriens. C'est la population totale de la Côte d'Ivoire au 15 mai 2014. Résultat du recensement de sortie de crise utilisant pour la première fois les nouvelles technologies de l'information, des PDA, smartphones comme outil de la collecte assistée par ordinateur et qui intervient 16 ans après celui tenu en 1998. Ayant terminé le dénombrement le 14 juin, nous avons attendu jusqu'à décembre pour donner les résultats, alors que dans notre plan initial, nous étions censés donner les résultats en septembre. Mais en septembre, ils étaient disponibles. Nous attendions de faire des vérifications. L'opération de recensement a duré du 15 avril au 14 mai 2014 à l'intérieur du pays et jusqu'au 14 juin 2014 dans le district d'Abidjan. Elle a coûté 15 623 740 000 francs CFA, financée à hauteur de plus de 80% par la Côte d'Ivoire et à 3 milliards de francs CFA par l'Agence française de développement AFD.
Elle a bénéficié de l'appui technique et humain du Brésil, du Sénégal, de l'UNFPA, de l'UNICEF et de la BAD. Les données du 4e recensement général de la population et de l'habitat sont disponibles sur le site web de l'INS, www.ins.ci. Ainsi, la Côte d'Ivoire fait partie des 50 pays au monde ayant effectué leur recensement démographique ces dernières années. Rappelons que le recensement de la population et de l'habitat intervient en Côte d'Ivoire chaque 10 ans, comme le stipule le décret numéro 86-389 du 4 juin 1986. On en vient à la tenue il y a quelques jours de Africité 7 à Johannesburg en Afrique du Sud. Des journées panafricaines meublées de panels et d'échanges d'expériences. Enjeu, consolider les acquis des collectivités et encourager le développement là où ce n'est pas encore le cas. Le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Gilbert Koné Kafana, a pris part à ces assises. Baraki Sabamba à Boussanogo. L'Afrique a un futur. Elle n'est plus condamnée. Tel est l'enjeu des journées panafricaines des autorités locales et territoriales dénommées Africité 7 qui s'est tenue à Johannesburg en Afrique du Sud. Pendant 5 jours, des ministres chargés des collectivités locales, des logements et des élus locaux ont échangé sur des thématiques pour le développement de l'Afrique, notamment la question de la culture et des arts dans l'évolution économique et sociale du continent. L'agenda 2063 en fait beaucoup de références. Mais il nous appartient de montrer ici que nous, en tant que responsables des collectivités locales, que nous sommes engagés et que nous avons conscience de l'importance de la culture dans le développement. Il est certain que la culture qui fonde les peuples ne peut pas être absente. Le salon Africité 7 a accueilli des expositions des pays représentés. La première édition a eu lieu en 1998 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le sommet se déroule tous les 3 ans dans une capitale africaine. Construire le futur de l'Afrique avec ses populations. La contribution des autorités territoriales à la perspective 2063 de l'Afrique était le thème de la 7e édition de Africité 7. La sécurité sanitaire des produits animaux et agricoles. Une question au cœur de cette autre rencontre du ministère des Ressources animales et halieutiques avec l'Agence française du développement. L'AFD s'engage à appuyer la Côte d'Ivoire dans sa volonté de mettre en place un système de contrôle sanitaire et hygiénique des produits mis à la disposition des consommateurs. Serge Coléa. Pour améliorer la qualité des aliments et produits animaux, les autorités ivoiriennes ont décidé de mettre en place un système de contrôle répondant aux normes et standards internationaux. La délégation de l'AFD, conduite par Jean-Luc François, chef de division agriculture, a indiqué que son organisation est prête à apporter son appui aux administrations et aux opérateurs économiques pour les aider à améliorer la qualité des produits animaux et agricoles pendant les phases de préparation, de transformation, de stockage et de transport. Nous avions, dans le cadre du C2D, une requête du gouvernement ivoirien d'apporter un appui aux administrations ivoiriennes, aux opérateurs économiques ivoiriens pour améliorer la qualité des produits livrés aux consommateurs sur les aspects sécurité sanitaire. Et donc, pour ce qui concerne les ressources qui seront disponibles sur le contrat de désendettement développement, il a été décidé de poursuivre la réflexion sur l'organisation institutionnelle la mieux à même dans le contexte ivoirien. Nous avons parlé des nouvelles réformes qui doivent être appliquées au contrôle des produits alimentaires et en particulier les ressources animales et halieutiques. C'est une rencontre qui nous satisfait. Le ministre des Ressources animales et halieutiques s'est réjoui des échanges fructueux avec l'Agence française de développement. Hier s'est tenue au plateau la 5e réunion du comité conjoint de coordination des projets de développement local des zones centre et nord du pays. Plusieurs projets de construction, de réhabilitation d'écoles, de pompes hydrauliques villageoises ont vu le jour à la faveur de la coopération ivoiro-japonaise. La rencontre a eu pour objectif justement de consolider les acquis de ce projet. L'éclairage de Gabriel Zani.
512 écoles en cours de construction dans le cadre de la coopération ivoiro-japonaise débutée en novembre 2013. Des projets pilotes pour la plupart initiés dans la région d'Igbeke, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Pour capitaliser les acquis du projet, une réunion entre les parties ivoiriennes et japonaises, la 5e du genre, s'est tenue à la Direction générale de la décentralisation et du développement local. Il s'agit de la première mission arrivée au Japon en Côte d'Ivoire, ce qui témoigne justement le grand intérêt qu'accorde la JICA à l'enjeu de la gouvernance et plus particulièrement à l'enjeu du renforcement de l'administration locale, enjeux cruciaux qui promettraient une émergence effective de la Côte d'Ivoire en 2020. À côté du volet de l'éducation, d'autres activités telles la formation de cadres de l'administration, la construction de pompes hydrauliques villageoises sont réalisées et bien d'autres en cours de réalisation. J'ai la ferme conviction que c'est à travers la répétition de ce processus que les localités se développent davantage en favorisant ainsi l'ancrage de la paix et de la stabilité dans tout le pays. Dans cette réunion, il faut élaguer ce qui gêne la réalisation des projets, définir de nouvelles orientations, car 13 milliards de francs CFA ont été dégagés. En ce jour où nous nous retrouvons pour la 5e fois, je souhaite que nos travaux soient fructueux, tout en vous rappelant que de notre sérieux dans l'appropriation de ce dispositif de développement dépend la pérennisation des acquis du projet PCN Côte d'Ivoire. Un bilan à mi-parcours qui permettra sûrement d'atteindre les objectifs avant la fin du projet fixé en novembre 2016. L'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR travaille à la planification des activités du parc national de la Komwe pour l'année 2016. C'est ce que nous disent Norbert Seyi et Thérèse Tapeyobwe. Le plan pour la planification des activités du parc national de la Komwe se décline en 6 programmes. La protection et la gestion rationnelle des ressources du parc national de la Komwe, l'appui aux populations et autres acteurs locaux de la périphérie du parc, le suivi écologique et la recherche scientifique, le financement durable, les aménagements, ainsi que la gestion et l'intégration régionale. Au cours de cette rencontre, les activités de l'année écoulée ont été présentées par les responsables de l'Office ivoirien des parcs et réserves de la Komwe. Ces activités ont rencontré quelques difficultés dans leur exécution, notamment l'impraticabilité des pistes à l'intérieur des parcs, la persistance de l'orpaillage dans les zones périphériques, ainsi que l'insuffisance de moyens matériels et humains. Malgré ces difficultés, 55% des activités ont pu être réalisées. Le colonel François Ngorandje a demandé au personnel du parc à travailler de concert avec les populations riveraines du parc pour sa gestion. Étienne Kamenakre, secrétaire général 2 de la préfecture, a pour sa part souligné l'importance du parc national de la Komwe. Situé au nord-est de la Côte d'Ivoire, le parc national de la Komwe est un site du patrimoine mondial et réserve de biosphère. 3e aire protégée d'Afrique de l'Ouest, le parc national de la Komwe regorge un potentiel écologique inestimable. La Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence Force 2015 porte assistance aux enfants vivant avec le VIH-Sida, pensionnaires du Centre de solidarité et d'action sociale de Bouaké et les enfants lépreux du village de Rafiekro. Des vivres et de l'espèce y ont été remis pour permettre à ces personnes vulnérables de passer les fêtes de fin d'année dans la joie. Soro Corona, Léon Bro. Une tonne de riz, 80 litres d'huile et de l'argent en espèces, dont de la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence Force 2015 au Centre de solidarité et d'action sociale et à la léproserie de Rafiekro dans le département de Bouaké. Par ce geste, Force 2015 entend soutenir les orphelins du VIH-Sida et les malades de la lèpre de Bouaké. Le président de la République a demandé que nous soyons des Ivoiriens nouveaux. Pour nous, un Ivoirien nouveau, c'est plusieurs valeurs. C'est la responsabilité, c'est le volontariat, mais c'est avant tout la solidarité.
c'est le vivre ensemble. Et nous avons pour rôle d'apporter la gaieté partout où le président de la République ne peut pas arriver. Ce soutien de force 2015 pour les bénéficiaires intervient comme un cadeau de fin d'année. C'est les fêtes de fin d'année, c'est la Noël. Et à ce moment-là, tout enfant a besoin d'un cadeau, tout enfant a besoin d'un repas. Et donc ce don va nous aider vraiment à soutenir les familles. Je lance un appel à toutes les autorités de ce pays qu'ils fassent parler leur cœur pour vraiment donner toujours de la joie aux plus démunis de notre société. Le Centre de solidarité et d'action sociale de Boaké, ce sont 2356 enfants vulnérables, dont 340 vivant avec le VIH-Sida et le village de Rafière-Cro, plus de 1000 lépreux. En politique, cette journée du militant du PDCI-RDA à Korokara, dans le département de Ouangolodougou, c'est au nord du pays. L'initiateur, Zié Daouda Coulibaly, est allé faire le point du dernier bureau politique du PDCI aux populations. Il a par ailleurs mobilisé les militants pour les prochains défis à relever par le parti en 2016. Michel Digré. Nous sommes à Korokara, à 72 km de Ouangolodougou, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le temps d'une journée dédiée aux militants du PDCI-RDA, les sympathisants de ce parti ont voulu démontrer que la flamme militante reste toujours allumée. L'initiateur de ce rassemblement, Zié Daouda Coulibaly, a expliqué aux militants la nécessité de se mettre ensemble pour accompagner le second mandat du président Alassane Ouattara. Il a par ailleurs adressé un message spécifique à toutes les couches de la population. Nous avons demandé aux doyens de faire des bénédictions pour le président Bédié et le président Ouattara, pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous avons demandé aux femmes de s'organiser afin de se prendre en charge. Au niveau donc des jeunes, nous leur avons demandé de se mobiliser comme un seul homme afin d'être prêts pour les batailles à venir. Et au niveau donc du message du parti, nous avons passé le message du président Aimé Henri Konan Bédié, qui est donc le retour de tous les enfants de Fobagny au sein du PDCI-RDA. Au nom du président Konan Bédié, Racine Mbeng, cadre du PDCI, a offert 2 tonnes de ciment pour l'achèvement des travaux de la mosquée de Korokara. La chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision a tenu jeudi une conférence de presse à son siège à la Riviera Faya. En ligne de mire, l'annonce de la célébration des 10 années d'existence de la chaire qui ont permis d'impacter la vie des populations à travers des projets relevant de l'approche du genre. Patricia Oumouetia. En 10 années d'existence, la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision a contribué à mettre en place des politiques favorables à la question du genre. Ici à la chaire, on nous apprend comment intervenir, comment monter des projets pour ces femmes pour qu'elles puissent être autonomes, même en l'absence de leur mari, pour qu'elles puissent se prendre en charge. Et aujourd'hui, ce programme milite pour la visibilité des femmes leaders dans tout secteur d'activité. Le travail qui est abattu est fait effectivement pour la visibilité des femmes. Il existe plusieurs chaires UNESCO dans le monde. Celle dont a bénéficié la Côte d'Ivoire est spécialisée en eau, femmes et pouvoir de décision. Depuis son installation en Côte d'Ivoire en 2006, elle a œuvré pour la lutte contre la pauvreté et l'autonomisation de la femme. Il y a une pompe qui nous intéressait, l'hydraulique villageoise améliorée. Il fallait trouver des stratégies, des astuces pour que les hommes et les femmes acceptent de travailler ensemble sur la question de l'eau. Aujourd'hui, Diatorco est un village moderne. Aujourd'hui, on ne peut pas installer une pompe s'il n'y a pas les femmes. On les forme. On leur donne même les moyens de réparer les pompes, ce qu'elles ne faisaient pas auparavant. Donc la chaire UNESCO a joué un rôle déjà en milieu rural. Les célébrations du 10e anniversaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision et les 5 ans du programme présidentiel Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire permettront de jeter un regard sur les actions posées par la chaire et d'apprécier ses acquis. Le collège des conseillers du Conseil national de la presse CNP, délibérant en cette 12e session ordinaire et 10e session extraordinaire, a respectivement infligé aux entreprises de presse Office Sun, éditrice de l'hebdomadaire Sudinfo, et Cyclone SARL, éditrice du quotidien Le Temps, une suspension de 8 parutions et une sanction pécuniaire dont le montant est fixé à la somme de 1 million de francs CFA. De fait, il ressort que le journal Sudinfo a publié dans son édition du 23 au 29 novembre 2015 une série d'articles contenant des accusations d'une extrême gravité
à l'encontre des personnes, tant physiques que morales, sans que ces informations soient équilibrées comme exigé par les règles de la profession. S'agissant du quotidien Le Temps, il a publié à la une de son édition du mercredi 11 novembre 2015 « Révélation sur la présidentielle, Sanogo Mamadou, ministre de la Construction. Les chiffres de la CEI proviennent du QG, du RDR. Les entreprises de presse Office Sun et Cyclone SRL, respectivement éditrices de l'hebdomadaire Sud Info et du quotidien Le Temps, disposent chacune en ce qui la concerne d'un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision pour saisir la chambre administrative de la Cour suprême. C'est signé de Raphaël Lakbé, président du CNP. L'Arabie Saoudite connaît un moment important de son histoire. Ce samedi, pour la première fois, les femmes votent et sont éligibles à des élections municipales. À ce scrutin, 284 conseils municipaux vont être désignés dans le royaume. Pour l'occasion, plus de 900 saoudiennes se sont portées candidates, une avancée considérable. Au terme de 2 semaines d'intenses tractations entre les ministres et délégations de 195 pays, le président de la COP21, Laurent Fabius, a présenté aujourd'hui même le projet d'accord universel pour lutter contre le dérèglement climatique. C'était en présence du président français François Hollande et du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Le récit de Christelle Menant. La roue de l'action climatique tourne lentement, mais elle a tourné à Paris. Cet accord mêle l'industrie des énergies fossiles du mauvais côté de l'histoire. Ces mots de la directrice de Greenpeace International traduisent l'avancée historique réalisée par la COP21 dans la lutte contre le réchauffement climatique. Adopté par consensus en séance plénière par les 196 parties au bout de 2 semaines de négociations, l'accord d'une 30aine de pages a été présenté comme ambitieux, équilibré et juridiquement contraignant par Laurent Fabius, président de la COP21. Point fort de l'accord, salué par les organisations de protection de l'environnement. Premièrement, les objectifs de température, maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius et le limiter à 1,5 degré. Deuxièmement, le financement minimum d'environ 50 000 milliards de francs CFA à octroyer à partir de 2020 aux pays en développement pour leur adaptation. Ce montant de financement devrait être revu à la hausse avant 2025. Troisièmement, enfin, les mécanismes post-2020, impliquant la révision quinquennale à la hausse des contributions nationales. Ce sont notamment les promesses de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Des points positifs qui n'écartent pas quelques zones d'ombre dans le texte. Le prix du carbone n'est pas fixé et aucune précision sur les efforts à fournir avant 2020 afin de rehausser les engagements. Quelques amendements devront aussi être apportés au texte. L'accord de Paris est historique, mais ce n'est qu'un début. Début 2016, les parties devront le ratifier. Les 195 pays signataires, plus l'Union européenne, auront un délai de rétractation de 3 ans. L'accord ne devrait entrer en application qu'à partir de 2020 et encore sous certaines conditions. Il ne sera pas juridiquement contraignant pour les États qui ne le ratifieraient pas, mais pourrait servir de base d'action en justice pour les citoyens contre leurs États qui n'iraient pas dans le sens d'une réduction de gaz à effet de serre. Ce texte est majoritairement perçu comme équilibré entre les pays industrialisés et les pays en développement. Paris aura relevé un défi qui revient chaque année depuis la première COP en 1995 à Berlin. C'est la première fois que tous les pays du globe du Nord et du Sud sont d'accord pour être associés à un effort qui les engage. Prochain rendez-vous diplomatique sur le climat, la COP 22 du 7 au 18 novembre 2016 à Marrakech, au Maroc. Page Culture qui s'ouvre avec cette séance de travail entre le ministre de la Culture et de la Francophonie et des responsables de l'OIF et de la CISAC. Maurice Kwaku Bandama a rassuré ses interlocuteurs de l'application de la loi sur la copie privée en 2016. Serge Colère. La loi sur la copie privée est sur la table des députés ivoiriens. Il ne reste plus que son adoption pour que le BURIDA, le Bureau ivoirien du droit d'auteur, puisse enfin percevoir des taxes pour le compte des artistes sur les supports numériques et analogiques de diffusion, d'enregistrement et d'exploitation vendus en Côte d'Ivoire. Les représentants de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et de la CISAC, la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et de compositeurs, ont été rassurés par le ministre de la Culture et de la francophonie. En 2016, la rémunération pour copie privée sera une réalité en Côte d'Ivoire. C'est bien la preuve que la Côte d'Ivoire du président Alassane Ouattara travaille à la mise en œuvre
de tous les moyens devant permettre à tous les citoyens de vivre de leur travail. Et ce qui concerne les artistes de Côte d'Ivoire, la copie privée va être bientôt une réalité. Et c'est pour cela que nous sommes heureux d'accueillir ces experts qui viennent pour nous aider à une meilleure mise en œuvre de cette loi. Pour s'imprégner des mécanismes de gestion, plusieurs acteurs de la chaîne de distribution ont été formés pendant 3 jours par le CISAC et l'OIF. Le séminaire a eu l'avantage d'éclairer tous nos agents, de leur apprendre le b.a.-ba de cette gestion technique, comment on perçoit, pourquoi on perçoit. Une centaine de participants venus de 12 pays d'Afrique ont pris part à ce séminaire international. Et puis ce soir, dans la page culture, un témoignage inédit. Seconde épouse, c'est le titre de l'œuvre écrite par Yasmine Ajami. L'auteur partage son expérience, sa vie, ses épreuves dans un foyer polygame. Avant de prendre langue avec notre invité, je vous propose de découvrir l'œuvre dans ce récit de Sita Soro. Une histoire vraie, une histoire réelle, celle de l'auteur Yasmine Ajami. Le titre de son œuvre, Seconde épouse. Comme son nom l'indique, Seconde épouse traite de polygamie. Il s'agit d'une histoire entre Yasmine, chef d'entreprise française vivant en Côte d'Ivoire, et Izzat, puissant homme d'affaires libanais. Déjà marié et père de 3 enfants. Femme moderne, divorcée et mère d'un garçon, Yasmine Ajami n'a jamais cru vivre un jour dans un foyer polygamique, car attachée à son indépendance et à sa culture occidentale. Mais l'amour aura raison de ses principes et elle finira par épouser devant un imam, Izzat, alors fidèle client de son agence de communication. C'est le début du calvaire pour la seconde épouse. La première femme d'Izzat ouvre les hostilités, exige le divorce et harcèle le jeune couple. De cette union naîtra une fille, Eva. Malheureusement, quelques mois après la naissance de la petite Eva, l'homme d'affaires décède subitement d'une crise cardiaque. Yasmine sera immédiatement repudiée par sa belle famille. Elle devient ainsi une veuve bafouée, menacée, diffamée et divorcée post-mortem. Il va s'en suivre une lutte acharnée pour cette veuve afin de rétablir la vérité quant à la reconnaissance de ses droits en tant qu'épouse et surtout ceux de sa fille Eva comme étant un enfant légal et légitime. Ce témoignage de 175 pages fait ressortir un choc culturel entre l'Occident et l'Orient ainsi qu'un contraste religieux entre le catholicisme et l'islam. Sujet plus que jamais d'actualité. Yasmine Ajami, bonsoir. Oui, bonsoir. On l'a dit dans le sujet, vous êtes chef d'entreprise française d'origine libanaise vivant à Abidjan. Toute première question, malgré votre culture occidentale, qu'est-ce qui vous a poussé à finir par accepter d'être la seconde épouse? Véritable contraste avec la culture occidentale. Tout à fait, on n'est pas prédestiné à être seconde épouse, c'est tout juste l'amour, c'est tout. C'est simple. D'accord. Alors, cette union, vous le dites dans l'œuvre, marquera le début de l'enfer pour vous, qui tenez pourtant à votre indépendance. C'est quoi cet enfer, Yasmine? Disons que pour une femme indépendante, c'est vrai que se soumettre aux lois islamiques, c'est pas tout à fait facile. Mais c'est surtout, je dirais, après le décès, que je veux dire que le cauchemar a commencé. Parce que justement, dès le lendemain de ce mariage, de cette union, on vous a demandé de divorcer, vous avez été victime d'harcèlement, c'est bien cela? Oui, tout à fait. Surtout que j'ai même été presque empêchée de voir le corps. Donc c'est une épreuve très difficile. Yasmine Ajami, aujourd'hui, vous le dites dans l'œuvre, vous vous battez pour que votre fille, Eva, dans l'œuvre, naturellement, puisse rentrer dans ses droits. Vous vous êtes engagé dans une véritable bataille juridique. Où en êtes-vous? Mais pour le moment, la bataille juridique, elle est un petit peu arrêtée. C'est vrai que ça a été un combat très difficile parce que une femme qui se bat contre une horde, c'est très difficile. Donc voilà. Et également, dans nos échanges, vous avez fait ressortir le fait que votre fille était reconnue à l'origine dans le registre d'état civil ivoirien, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. C'est quand même, ça paraît une histoire rocambolesque. En fait, ce qui est rocambolesque, c'est que ma fille est reconnue dans 3 pays, c'est-à-dire la France, parce que je suis de nationalité française, le Liban, et effectivement elle est née ici, donc elle a un acte de naissance ivoirien, et qu'aujourd'hui elle porterait le nom de son père partout dans le monde, sauf à Abidjan. Ce qui fait que la petite aurait 2 noms. Alors, un nom à Abidjan et un nom à l'international.
Pourquoi ? Parce qu'il y a des lois ivoiriennes qui, justement, par rapport à un mariage civil, qui apparemment permettraient l'annulation d'une reconnaissance d'un enfant. Mais dans ce cas, vu qu'on est quand même dans un contexte international, je pense qu'il y a certaines choses qui sont à revoir. Qu'est-ce que disent vos avocats sur la question ? Ils disent qu'il y a un traité qui s'appelle la Convention des droits de l'enfant, qui a été ratifié par la Côte d'Ivoire en 1991, qui s'inscrit dans cette charte, et que par conséquent, vu qu'il y a plusieurs nationalités en jeu, il aurait fallu bien que la justice ivoirienne en prenne compte. Sinon, ça fait des incohérences comme celle que je viens de vous citer dernièrement. Si c'était à refaire, Yasmine Adjami, est-ce que vous le referiez ? Je pense pas. C'est une épreuve trop difficile que j'ai vécue. Peut-être pas pour l'amour, mais pour les conséquences qui suivent pour mon enfant. Et aujourd'hui, vous êtes en quelque sorte le porte-parole, la porte-parole, si vous voulez, de toutes ces femmes qui sont dans la même circonstance. Quel est le regard de ces femmes sur vous aujourd'hui ? Effectivement, j'ai beaucoup d'encouragement, j'ai beaucoup de femmes qui me témoignent effectivement leur soutien, parce que souvent, c'est des situations qui sont très difficiles à vivre, et qu'il y aura une association qui va se monter pour aider justement déjà au dialogue, au soutien moral. C'est très important. Yasmine Adjami, vous évoquez également le choc des cultures dans votre ouvrage. Pour vous, est-ce un frein à l'harmonie d'un couple ? Disons que moi, j'ai toujours vécu dans un couple, mes parents déjà étaient un couple mixte. Donc la tolérance, c'est la tolérance qui prime. À partir du moment où on est de cultures différentes, de religions différentes, s'il n'y a pas un minimum de tolérance, ça ne pourra pas aller. Donc voilà. Aujourd'hui, Yasmine Adjami, vous êtes engagée dans une lutte acharnée, selon vos propres termes, pour défendre les droits de votre fille. Pensez-vous pouvoir y arriver ? Est-ce qu'il y a espoir ? Oui, je pense qu'il y a un espoir. Faut juste je pense, prendre son temps, faire preuve de stratégie, et puis sensibiliser aussi, c'est très important. Yasmine Adjami, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cette œuvre, Seconde épouse, une histoire inédite. On l'a dit, on a eu l'occasion d'échanger sur ce livre de 175 pages tout au long de cette page culture. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Bonsoir sur RTI1.